Hop, ouais, c'est parti. Alors là, déjà, peut-être pour se présenter, se représenter un peu tous, moi je m'appelle Wajma, donc je suis en charge du dialogue territorial énergie sur le territoire du PETR. Il y a Mathilde avec moi, Mathilde Boissier de l'INRIA, qui fait partie de l'équipe des chercheurs qui nous accompagnent à la fois sur la participation citoyenne et puis sur la modélisation des flux d'énergie sur le territoire. Et puis tous les autres participants sont des membres du panel citoyen qu'on a constitué pour ce dialogue territorial énergie et qui travaillent depuis un an aux enjeux énergétiques du territoire. Ah oui, il manque encore Monsieur Pic. Tu fais bien de me le dire. Oui. Donc on va attendre encore, je pense, 2, 3 minutes avant d'entrer vraiment dans le vif de la visio. Euh, hop, Et c'est peut-être l'occasion de dire que je vois qu'il y a Charlotte aussi, oui. Kunz, qui est là, et donc qui est la référente, enfin qui est la garante, la référente de participation pour ce processus, et donc avec qui vous pouvez aussi communiquer si voilà, il y a des choses qui, vous avez des remarques, il y a des choses qui vous paraissent pas normales ou, enfin bon. Charlotte, peut-être si tu veux redire un mot là-dessus, on en profite. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, sur cette mission, je fais la référente participation et je suis à votre disposition, surtout en tant que citoyen. Donc, si vous souhaitez évoquer certains points particuliers qui vous posent question ou sur lesquels vous souhaiteriez faire des retours spécifiques tout au long de la concertation citoyenne. Voilà. Merci. Et peut-être rappeler que Charlotte Kuentz avait été choisie dans un souci de neutralité qui est extérieur au territoire et que c'était cette personne hors du processus, mais quand même en faisant partie, qui sert de point d'appui et d'accroche pour les éventuelles doléances ou remarques sur la méthodologie du dialogue ou toute chose qui se déroule pendant ces mois de dialogue territorial. On attend encore 1 minute, je pense, et puis on commencera, si ça vous va. Je pense qu'on peut débuter pour pas pénaliser. Jean-Marc, si vous pouvez vous déconnecter et reconnecter, normalement ça fonctionne. Des fois, il y a des petits bugs. Vous vous déconnectez, vous vous reconnectez en entrant par le son. Il faut bien cliquer ça, cette petite touche. À tout de suite. Donc c'est parti. On peut lancer ce temps de rencontre. Peut-être que je vous rappelle juste l'ordre du jour qu'on a prévu pour cette heure et demie qu'on va passer ensemble. D'abord, merci à nouveau aux élus qui ont accepté cette visio. C'est important pour à la fois les panélistes, les citoyens et puis la cohérence de la démarche. On va faire juste un petit point d'étape sur où on en est du dialogue territorial énergie, assez rapide puisque voilà, c'est pas l'objet de ce temps-là. Ensuite, il y aura un tour de table pour vous, les élus, où on vous demandera de présenter un peu
rapidement, brièvement votre commune, peut-être les enjeux énergétiques qu'il y a sur votre territoire, ce que vous voulez, en fait, si vous voulez parler d'un projet en cours ou à venir, ou alors des opportunités et des difficultés que vous rencontrez. Voilà, c'est assez libre. Puis on laissera un temps de parole aux panélistes qui viendront vous interroger. Et si on a le temps, on travaillera sur les actions que les citoyens ont proposées depuis ces 10-15 jours via les enquêtes en cours. Donc là, on en est là sur le planning d'action. On est dans le gros de la partie consultation où on demande en fait aux citoyens de nous indiquer quelles priorités pour le territoire en termes d'énergie. En fait, on leur demande d'ordonner une liste de 13 principes qui a été construite en atelier. Et donc, on essaye d'avoir le plus de retours possible pour avoir une représentation assez efficace des enjeux qui posent question et qui font importance pour les habitants et habitants du territoire. On a eu une grosse soirée en janvier de rencontres entre les différentes parties prenantes des enjeux énergétiques. Et là, depuis le fin février et mois de mars, on travaille vraiment sur les priorités territoriales en atelier, en présentiel, en visio. euh, et voilà, via des affiches et des questionnaires de rue. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, peut-être qu'on reviendra après. Euh, je pense qu'on peut passer tout de suite au tour de table. Euh, Peut-être ouais, vas-y, Chantal. juste en 1 minute avant, enfin, c'est un transparent qu'on met d'habitude et puis que moi j'ai oublié de mettre cette fois sur le cadre de ces réunions. C'est des réunions dans lesquelles l'objectif c'est de dialoguer, de pouvoir exprimer des accords, des désaccords, de venir se questionner. En revanche, on reste dans un cadre dans lequel, enfin voilà, on respecte la parole des autres, on se coupe pas la parole. Idéalement, vous êtes là à 16. Idéalement, bah, enfin bon, c'est pas si évident que ça avec Zoom, mais si vous y arrivez, vous pouvez lever la main pour faciliter les prises de parole. Et puis garder en tête que l'objectif, c'est la construction collective de quelque chose et que c'est important de pouvoir exprimer les désaccords, mais par contre, voilà, le faire de manière respectueuse et puis et euh, sans s'énerver. Voilà. En gros, ce qui est sur la slide habituelle de ce type de réunion. Ok, ouais, merci de compléter. Donc là, ce qu'on vous propose dans un premier temps, c'est de prendre 5 petites minutes tour à tour pour présenter votre commune, ce que je disais un peu avant, de parler d'un projet ou de projets qui sont en cours ou à venir, qui bien sûr toujours en lien avec les enjeux énergétiques, et puis parler peut-être des opportunités, des difficultés que vous rencontrez, cette fois-ci pas forcément avec l'énergie pure, mais plutôt en partant de votre quotidien et d'autres éléments que vous rencontrez en tant que maire ou en tant qu'élu communautaire. Euh, je ne sais pas si peut-être et vous présenter aussi parce que là on n'a pas fait de tour de table avec vous, mais voilà. Est-ce qu'on commence peut-être par le sens qui est affiché au tableau ou alors quelqu'un veut se lancer? Je veux bien commencer. Vous Oui, m'entendez? oui, très bien. Oui, j'ai pas mis la vidéo, j'ai peur que ça dérègle tout. Mais... Voilà, Christine Portevin, je suis maire de Guillette, vous ne me voyez pas, donc c'est pas la peine que je mette la vidéo. Je suis maire depuis 2020, élue depuis bientôt 17 ans à Guillestre, une commune de 2400 habitants. Il y a eu la construction d'un réseau de chaleur de 1 mégawatt en, je sais plus, 2010, qui chauffe euh, beaucoup de bâtiments communaux. Récemment, la maison de santé et bientôt 13 logements sociaux au fond de la place Albert qui vont être construits. Et là, on arrive à la saturation de notre réseau de chaleur. Nous avons également eu à cœur, parce qu'on a beaucoup de bâtiments communaux, de modifier le mode de chauffage de ces bâtiments. L'auberge de jeunesse est maintenant une chaufferie à bois déchiquetée. Là, nous allons changer celui du Cial, donc le centre de vacances de 110 lits, qui va bientôt, au mois d'avril, qui va changer de mode de chauffage. C'était du fioul, ça va être du pellet. Et nous avons comme projet avec Enerbil, donc la centrale villageoise, de
de faire de l'autoconsommation sur le toit avec des panneaux voltaïques, pardon, sur le toit de la salle du Quéron, donc la salle de spectacle qui a un énorme toit. Et nous avons seulement rencontré une difficulté en faisant l'étude structure, c'est que le toit ne peut pas supporter les panneaux en l'état, puisque les arbalétriers, donc c'est les poutres qui soutiennent la charpente, sont pourries. Donc il va falloir les changer. Et ça va un peu reculer le projet, mais on a vu avec Énergie, ils sont toujours à fond pour nous suivre. Et ce sera de l'autoconsommation collective avec Energil sur le pan de toit qui est accessible sur la salle du Quéron. Donc là, on va changer les arbalétriers cette année et ça prendra un peu de temps pour faire la suite, mais voilà, on est en marche. Voilà. Au niveau de l'énergie. Ah oui, on a aussi une microcentrale, pardon. On a aussi créé une microcentrale avec CEIAC, en collaboration avec CEIAC, qui a été construite il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui, bientôt 30 ans, pardon, plus de 30 ans, pardon, et qui est effective depuis 2028, ça fera 30 ans, qui tourne depuis 30 ans et qui fonctionne très bien sur le Cristillan, avec la prise d'eau qui est à Seillac et la machinerie qui est à Guillestre. Donc, c'est depuis quelques années, ça fonctionne très bien. Il y a eu pas mal de travaux. Mais on a pu se verser cette année, en 2025, 300 000 euros chaque commune. Et l'année dernière, 500 000 euros à chaque commune. Donc, 500 000 euros pour Guillestre et 500 000 euros pour Seillac. C'est assez utile en ce moment où on cherche un peu tous des subventions, où les services de l'État sont de moins en moins participants et ont plus de mal à financer nos projets. Voilà. Merci beaucoup. Soit on passe à la suite, soit peut-être quelques éléments sur votre quotidien, peut-être les difficultés que vous rencontrez en tant que maire, ou ça peut attendre la deuxième partie. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus. C'est toujours. Okay. Ouais, en ce moment, je trouve ça très difficile. Pour moi, parce que peut-être que je suis un peu fatiguée aussi par mon travail, parce que je travaille aussi, j'ai 4 enfants, voilà, je suis assez active. Et il y a des moments où c'est un peu plus bas, mais heureusement qu'on a une équipe à côté qui nous soutient, qui nous supporte et qui nous fait avancer. Et qui nous supporte aussi parce que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, qui a beaucoup d'idées, mais voilà, à un moment, il faut aussi savoir se poser. Et voilà, j'apprends beaucoup et c'est très riche, très intéressant. Mais je ne sais pas encore si je me représenterai en 2026. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. On peut passer à Monsieur Giordano, je pense. Si vous voulez, je vous en prie. Oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Donc bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je suis maire de la commune de Saint-Martin-de-Carrière, une commune de 1150 habitants, 5500 hectares de superficie, 80% de superficie boisée, une altitude de 958 mètres à 2800 mètres. Voilà, j'ai 8 hameaux, je gère une petite Comcom, fin de compte, parce que 8 hameaux, j'ai une nationale, 2 départementales, une voie ferrée, la Durance, et tout ça en fond de vallée à gérer. Donc, c'est très difficile. J'ai 64 ans, je viens du monde du privé. J'étais menuisier charpentier, j'ai été artisan pendant 20 ans. Voilà. Sur mes projets, des projets que j'ai aujourd'hui, que j'ai depuis longtemps, parce que je suis élu depuis 2011, je suis maire depuis 2014. Je me bats pour des projets de microcentrales, je me bats pour un projet de turbinage de l'eau potable, c'est-à-dire que turbiner, en ouvrant notre robinet, on peut avoir de l'eau chaude. Bon, c'est tous des projets où j'ai beaucoup d'entraves de par des services de l'État, de par beaucoup de choses, des associations aussi. J'ai une école qui est, je pense, qui est reconnue dans le département. C'est une jolie école, chauffage au bois, à plaquettes. Le bois est tout pris sur ma commune. J'ai 2 ans de réserve de chauffage pour ma commune, pour la plaquette, pour l'école.
J'ai une ressourcerie donc où la commune reprend les matériaux usagés, enfin beaucoup, il y a tout ce qui est usagé, tout ce qui est recyclé. Le toit est fait en photovoltaïque. L'école, il y a une partie de la toiture qui est faite en photovoltaïque. Et j'ai construit comment dire, un hangar agricole avec du photovoltaïque aussi. Donc, je suis un peu dans toutes les matières. Je défends l'eau, le bois, l'électricité, enfin, le photovoltaïque, le solaire. J'ai d'autres idées, j'ai beaucoup d'idées. Je suis précurseur d'une école du bois, d'une école d'ingénieurs sur le département, à l'Argentière ABC, à Haute École du bois et de la forêt. Même que, bon, aujourd'hui, elle est un peu en stand-by, vu un peu le contexte politique qui n'est pas facile pour développer ce genre de projet. Donc, ça serait une université du bois, de la forêt jusqu'à l'architecture. Faire venir des étudiants sur notre département et sur l'Argentière ABC principalement. Voilà. Je peux vous parler de beaucoup de choses après. À vous de me poser des questions. Merci, merci beaucoup. Herbe, et puis alors, c'est à vous. Je vous en prie. Rétablis le micro. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez? Pour moi, c'est bon. Bon. Je me présente donc Hervé Puy. Je suis adjoint à la mairie de Saint-Chaffré, station de Serre-Chevalier, bien sûr, conseiller communautaire aussi, sur la Comcom de Briançon. En ce qui concerne notre commune, alors sur les points positifs, on a déjà deux implantations d'énergie renouvelable, mais faites par des privés. D'une part, par la régie des remontées mécaniques, la Serre Chevalier Vallée, filiale de la Compagnie des Alpes, qui essaye de promouvoir dans l'équipement des remontées mécaniques de notre station, puisque je pense que vous êtes tous au courant que notre commune fait partie de la station de Serre Chevalier, une des quatre communes, hein, Briançon, Saint-Chaffré, Villeneuve-la-Salle et Monétier-les-Bains. Donc, une partie de notre domaine forestier à Lubac notamment est occupée par les remontées mécaniques et donc gérée au travers d'une DSP par Serre Chevalier Vallée, filiale de la Compagnie des Alpes, qui essaye de, de se mettre on va dire, pour une image de marque, d'essayer de promouvoir pas mal d'énergie renouvelable, notamment dans le photovoltaïque. Ils avaient installé deux éoliennes aussi sur des crêtes. Ça n'a pas été une réussite. Mais il y a une volonté de développement à leur niveau. Ils ont installé également une microcentrale hydraulique sur un torrent. Pour cette partie privée, donc, c'est un des protagonistes. Ensuite, on a une deuxième centrale hydroélectrique qui a été installée sur la rivière, la Guisane, qui est une belle réalisation qui a été faite par un privé. Une puissance assez conséquente, puisque ça va jusqu'à 450 kilowatts, je crois, de puissance crête. En ce qui concerne la commune, je suis donc adjoint à la forêt, à l'agriculture et à la transition énergétique. Donc, je me suis heurté quand même au fait que nous sommes théoriquement une commune, on va dire, entre guillemets, un peu riche, dans le sens où les retombées, les royalties générées par les remontées mécaniques nous aident à boucler les budgets et donc c'est le principal moteur économique de notre commune. En même temps, notre commune n'est pas très étendue en superficie, puisqu'on est, je crois, l'une des plus petites communes de la vallée de la Guisane en superficie. Et nous sommes coincés un peu entre deux flancs de montagne, hein. Lubac qui est occupé d'une part par les remontées mécaniques, donc qui nous empêche d'envisager des équipements dans ce domaine. Et en dehors des remontées mécaniques, nous avons une forêt qui est également protégée. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit d'intervenir pour faire quoi que ce soit dans cette partie. Donc toute la partie Lubac est complètement protégée maintenant, on ne peut rien y développer. Sur la partie Adré, nous avons là aussi un site Natura 2000 qui nous impacte pas mal au niveau des possibilités d'énergie renouvelable. Et il nous reste donc le fond de vallée, où là on a le foncier
malheureusement quelquefois prohibitif sur les possibilités d'implantation à cause du prix du foncier, bien sûr, de par le fait que nous sommes une station totalement touristique. Et lors de notre élection, j'ai été confronté un peu au fait que la transition énergétique était un peu considérée comme une chose anecdotique, secondaire, qui n'était pas le principal sujet qu'il fallait aborder parce que, encore une fois, le moteur économique, c'est le tourisme et le ski et les remontées mécaniques. Néanmoins, on a réussi à on a pas mal de projets. On a des projets bien sûr, d'implantation de photovoltaïque sur des bâtiments techniques, sur les services techniques. On a des projets de pico-centrale sur le réseau d'eau potable, sur une partie du réseau d'eau potable, puisqu'on a des dénivelés importants sur ces canalisations. On a également des projets de chaufferie bois, mais tout cela, pour l'instant, reste à l'état de projet parce que, en plus, au niveau du fond de vallée, non seulement on a le problème du foncier, mais on est un peu coincé aussi par les possibilités de réalisation, notamment par l'architecte des bâtiments de France, qui bloque pas mal de projets puisqu'on est toujours à l'intérieur du village ou en zone périphérique et que nous sommes dans le périmètre des architectes de bâtiments de France. Et puis une autre contrainte aussi que l'on a, c'est que par exemple nos services techniques sont situés dans une zone inondable avec interdiction de faire quoi que ce soit. Donc on a une volonté, si vous voulez, d'essayer de promouvoir quand même des énergies renouvelables, mais pour l'instant, malheureusement, je le regrette, c'est encore à l'état de projet qu'on va essayer de faire avancer, mais je voudrais dire que on n'est pas très, très à l'aise avec toutes les contraintes qui sont liées à ce que je viens de vous dire, sur lesquelles j'ai développé. Voilà, donc il y a une volonté de changement, timide aussi parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, le moteur principal, c'est le tourisme, donc on a tendance toujours à privilégier les budgets sur le développement touristique et le développement du ski et l'hôtellerie, les lits chauds, comme on appelle ça, plutôt que le développement réellement énergétique. Je pense qu'il faudra attendre encore peut-être un peu pour que l'augmentation du coût de l'énergie puisse nous contraindre un peu à évoquer de manière un peu plus professionnelle ces possibilités de transition énergétique. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Je vous remercie. Non, non, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Je pense qu'on peut passer tout de suite au... On peut laisser Merci la parole beaucoup. au panéliste, Mathilde. Vas-y, Wajma. Ouais. Mathilde, tu es en décalé, je pense, avec nous. Mais je disais merci et on peut, je pense, laisser la parole aux panélistes. On peut commencer la session de questions-réponses, si ça vous va. Je vous en prie. Je peux bien commencer, moi, si vous voulez. Oui. Vous m'entendez, là? Oui. Très bien. Justement, comme on a plusieurs maires devant nous, là, je voudrais vous poser la question de l'avenir. Comment vous voyez l'évolution ou l'avenir dans 2 ou 3 générations, par exemple pour nos enfants et nos petits-enfants, de notre pays, de notre territoire? Je pense à la jeunesse, je pense à la population et aussi à l'activité économique. On sait que le ski, ça va peut-être diminuer dans le futur. On n'espère pas trop vite, mais que ça va un petit peu se réduire. Que notre activité économique de fond, elle n'est pas extraordinaire, dans le département en tout cas. Et donc, je m'inquiète, personnellement, je m'inquiète un petit peu pour l'avenir de notre région, là. Qu'est-ce qui va se passer dans 1 ou 2 générations? Notre jeunesse, elle part du pays. On n'a pas de travail à part d'être moniteur de ski ou travailler sur la montée mécanique. On n'a pas beaucoup de boulot pour nos jeunes.
hein, enfin je crois, hein, on les voit partir, et notre territoire, moi vous avez vu, je suis un retraité, moi, et comment ça se peuplait avec des retraités, quoi, en réalité, hein. Donc voilà, ma question, c'est qu'est-ce qui va se passer dans votre esprit? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou est-ce que vous pensez qu'il y a des problèmes à résoudre? Je veux bien commencer. Moi, je suis plus optimiste que vous parce que effectivement, nos jeunes partent. Moi, j'ai 4 enfants qui sont déjà un peu grands et il y en a aucun qui travaille ici pour l'instant, mais j'espère qu'un jour ou l'autre ils reviendront. Mais j'ai de l'espoir parce que il y a beaucoup de jeunes, des jeunes, je dis pas à 25 ans, peut-être à une trentaine d'années, qui s'installent aussi. On a poussé, on essaye d'installer des jeunes dans des locaux commerciaux. C'est pas ça. On a aidé à l'installation d'un espace de coworking d'une association qui s'appelle Tétras à Guillestre. Et c'est des jeunes qui s'installent, qui travaillent à distance et qui s'installent. Ils sont 10 et avec un roulement aussi avec un autre bureau. Et Tétras, eux, travaillent à distance. Ils s'en vont une fois par mois dans leur entreprise, mais ils travaillent à Guillestre et ils vivent à Guillestre. Le principal problème, c'est le logement. Voilà. Le logement dans notre région, c'est vous connaissez la problématique des résidences secondaires, hein. On a quand même, nous, à Guillestre, 40%, 38%, mais c'est déjà beaucoup. Mais en général, on en est plutôt sur l'autre jour, il y avait une réunion sur le logement dans le Guillestre 3 Sur le Guillestre 3 il y a 16 000 logements, je crois. C'est ça. 23 seulement logements permanents. 23% de logements permanents. C'est hallucinant. Je compte là-dedans Risoul-les-Vars, hein, donc les stations de ski. Voilà, le logement pour nos jeunes, c'est vraiment la première problématique. Et on essaye de s'y attaquer avec les moyens qu'on a. Mais effectivement, on est des petites communes avec les leviers de l'État qui se réduisent. Mais on essaye aussi d'aider à l'installation de nouveaux habitants en achetant des ruines ou des bâtiments qui sont très peu, très peu, très peu, comment dire, très peu en mauvais état. On les retape avec l'argent de l'État, puisqu'on est petite ville de demain. On a cette chance et ça nous permet d'installer aussi, de faire hors d'eau, hors d'air et d'installer des habitants permanents. Voilà, et de pousser à la. Voilà. On a aussi augmenté, malheureusement, on a été un peu obligé d'augmenter de 60% la taxe d'habitation sur les résidences secondaires parce qu'on ne peut pas vivre à mi-temps ou à trois quarts temps pour les habitants d'ici. Voilà, on essaye de pousser, mais moi je suis un peu plus optimiste aujourd'hui. Je ne l'aurais peut-être pas été il y a 3 ou 4 ans, mais je suis quand même optimiste pour nos jeunes. Voilà. Moi, je souhaiterais répondre à Madame Portevin et lui dire que qu'effectivement, nous manquons de logements et de possibilités d'accueil pour les personnes ou tout simplement pour loger, installer nos enfants sur le département. Et j'aimerais quand même, je suis un petit peu étonnée d'entendre ça de la part d'un maire, sachant que c'est vous qui modifiez les PLU. Et j'en ai point vu dans le département se lever pour dire que il fallait arrêter de nous priver de nos héritages et de nos territoires et de nos terrains. Euh, et donc, ce qui explique aujourd'hui que nous n'avons plus de logement et que nous laissons partir nos enfants et même les gens qui veulent s'installer sur le département. Et ça, je pense que vous avez vos responsabilités en tant que maire. Et je pense que quand l'État vous demande de réduire les surfaces constructibles pour en faire des zones agricoles, oui, sachant que le nombre de paysans, il diminue. Donc, on se mord la queue là, en fait. C'est-à-dire que vous êtes victime de vos propres décisions. C'est vous qui établissez les PLU, c'est vous qui faites réduire les surfaces constructibles. Et là, vous êtes en train de nous dire que nos jeunes s'en vont. Alors, c'est le cas, hein, je suis d'accord avec vous. Et je trouve ça totalement déprimant, en fait. Je peux me permettre de répondre parce que le PLU, madame, je ne sais pas si vous savez comment ça se construit. Un PLU, ça se construit en 5 ans. Et contrairement à ce que peuvent penser les habitants, le maire n'a pas la main. Je suis désolée de vous le dire, mais la main, elle est aux lois nationales qui se superposent et on arrive à un millefeuille. Et quand on arrive au bout du millefeuille, eh ben, il nous reste ce qui nous reste. Et il y a la loi, non seulement, vous avez entendu parler de la loi ZAN qui va s'appliquer maintenant c'est un peu repoussé, je crois que c'est 27, 28, 29 ou 30. Et nous, on a effectivement, parce que l'étalement urbain a aussi ses défauts, je suis plutôt pour quelque chose d'un peu
d'un peu à long terme et de pas penser justement trop que pour aujourd'hui. Mais vous avez raison, mais moi, je n'ai aucune main sur ce PLU. On est en train de faire une modification simplifiée et de notre PLU qui est effectif depuis 2020, donc qui a été voté avec la précédente mandature, mais où j'étais première adjointe, donc je le renie pas. Mais vous savez que le PLU, contrairement à ce qu'on peut penser, le maire, il n'a très peu, je ne sais pas si Serge est d'accord avec moi, il a très peu la main sur Non, le mais PLU. j'entends bien. C'est la loi nationale qui s'applique, madame. Oui, mais je le sais parfaitement. Mais en revanche, il y a des maires qui se sont levés. Je pense à un maire qui se trouve dans le Cantal, qui lui a sacrifié quelques terres pour faire doubler sa population. Ça veut dire que si on veut, on y arrive. Et là, ce qui m'offusque le plus, c'est que aucun maire ne le fait savoir, en fait. Donc chacun se dit, on n'a pas de moyens, parce qu'en fait, que je sache, la population, c'est la première réserve financière. Par conséquent, on a tous intérêt de faire vivre nos hameaux. Et comme je dis souvent, est-ce que vous voulez que le département des Hautes-Alpes soit un département à visiter ou à habiter? Parce que là, Je suis bien d'accord avec vous, madame. Je suis bien d'accord avec vous. Et c'est pour cette raison, justement, que nous, à Guillestre, on a un PLU qui est, je pense, réfléchi, qui a été plus que réfléchi, et qui est très jeune, hein, qui a 5 ans, qu'on modifie encore aujourd'hui parce que, justement, on a vu qu'il y avait des difficultés, mais on ne peut pas changer le zonage. Et nous, on a la particularité à Guillestre d'avoir des zones qui ne sont pas construites à l'intérieur de notre village, enfin, de l'espace qui est déjà habité. Et c'est ces zones-là, sur ces zones-là, qu'on appuie. Et je peux vous croire que tous les jours, vous pouvez croire que tous les jours, avec mon adjoint à l'urbanisme qui s'appelle Maxime Bérard, on travaille tous les jours à ce que justement ces espaces qui ne sont pas construits à l'intérieur du village, c'est ce qu'on appelle des dents creuses, que ces dents creuses, elles puissent se construire. Et c'est pour ça qu'on essaye d'assouplir autant que faire se peut avec les lois qu'on a. On essaye autant que faire se peut de pouvoir se construire. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que je ne pense pas spécialement au centre des villages qui sont déjà un peu conséquents. Alors attention, je ne fais pas de procès sur Guillestre, je n'ai pas d'action là-bas. Ce que je veux dire, c'est que à côté de chaque commune, vous avez des petits hameaux avec un nombre minime de gens pour lesquels il n'y a plus de services parce qu'il n'y a plus d'intérêt pour la commune quasiment. Donc, je veux dire, quand vous avez 12, 13, 14 personnes dans un hameau, vous pouvez décemment en mettre quelques-uns de plus, ne serait-ce que pour qu'il y ait un peu de vie et un peu d'existence pour ces hameaux-là, ou alors où on tend vers un système où on élimine tous les petits hameaux qui sont autour, juste pour se concentrer sur le bourg. Parce que ce n'est pas le cas de Guillestre, madame. Quand je parle de dents creuses, c'est dents creuses qui sont à l'intérieur du bâti. Ce n'est pas le centre-ville, c'est à l'intérieur du bâti. Guillestre est très étendu. À l'intérieur du bâti, on a déjà pas mal de dents creuses. Je ne sais plus combien il y en a d'hectares qui ne se sont pas construits. Et aujourd'hui, avec la loi ZAN, ça permet de faire bouger un peu les propriétaires. Mais les hameaux, moi, je ne suis pas dans ce cas-là. Mais un hameau, c'est aussi, et je veux juste le dire, c'est aussi de l'assainissement, c'est aussi de l'eau potable qu'il faut apporter. Il faut que ce soit assez conséquent. Donc, c'est au-delà de se dire, on va contre le gouvernement et on dit qu'on met constructif. Là, c'est non, mais attendez, compliqué que ça. Attendez, je me permets juste de... Ah bah vas-y, Walma. Merci. Juste, on va passer aussi aux autres personnes qui voudraient poser des questions. Et juste une petite indication pour les panélistes, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, parce que c'est vrai que les élus se sont présentés, mais pas vous. Juste peut-être allumer votre caméra si vous voulez interagir, dire votre prénom, peut-être là où vous habitez, juste votre commune. Et je propose aux autres panélistes de poser leurs questions, peut-être recentrer sur l'énergie et puis voir après si on poursuit ce qui vient d'être exprimé. Ouais. Est-ce que vous m'entendez, Oui, Jean-Marc? Bon, alors entre la vidéo et le son, j'ai privilégié le son. J'ai pas la vidéo. Donc, Jean-Marc, moi j'habite la commune de Valouise-Pelvoux et fais partie de commission, etc. Moi, je voulais poser deux questions. Une question qui s'adresse un peu à tous les maires, et de savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils attendent un peu du PETR et qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter par rapport à leurs souhaits énergétiques, d'amélioration, ou ce qu'ils voudraient réaliser, qu'ils n'arrivent pas encore à réaliser. Et ma deuxième question, elle s'adresse plus particulièrement à Serge Giordano, parce que
son projet qu'il a porté d'école du bois depuis de nombreuses années s'est fait malheureusement plus que freiner il y a pas très longtemps. Je crois même qu'il est à l'arrêt, si j'ai bien compris. Il pourra nous donner des précisions là-dessus. Alors que c'était un superbe projet, puisque en fait, il amenait des jeunes et il était réparti sur Embrun et sur l'Argentière, et je parle sous son contrôle, hein, et si je me trompe, il me le dit. Et il amenait du travail et en plus, donc, avec derrière des possibilités d'implantation. Voilà, savoir un petit peu où il en était, qu'est-ce qu'il avait comme espoir de pouvoir relancer et comment relancer ce projet. Donc, oui, je vais prendre la parole. Bon, sur cette école du bois, c'est un projet qui me tient à cœur et j'en suis le fondateur avec M. Florian Cour. C'est un projet que j'ai fait. Bon, sur ma commune, j'ai créé une zone artisanale dédiée au bois. Elle a été créée en 2016, on est parti. On est en 2025, elle est terminée. C'est un des rares projets de la communauté de communes du Pays des Écrins qui aujourd'hui est valide, où on arrive à gagner des sous. J'ai 12 entreprises. Au départ, croyez-moi, j'en ai pris, je vais le dire, hein, plein la gueule, parce qu'on m'a dit, tu vas faire venir des entreprises de l'extérieur, et ci et ça. En fin de compte, c'est des entreprises du territoire. Il y a des jeunes, il y a des grosses entreprises, il y a une très grosse série. Il y a une série qui est, pour moi, aujourd'hui, une des plus jolies du département des Hautes-Alpes. Il y a eu un reportage dimanche sur TF1, et je vous incite à le voir si vous ne l'avez pas vu, d'un reportage qui a fait une jolie publicité sur cette entreprise. Je défends le bois parce que je pense, moi, pour répondre un peu à Bernadette, que c'est un secteur économique qu'il faut développer. Euh, donc, de par cela, je suis allé sur cette école du bois. Cette école du bois, je la voulais au niveau européen. C'est pas que au niveau français. Donc, on avait vu des pays comme l'Italie, la Suisse, l'Autriche, la Slovénie. On avait créé une association. C'est vrai au niveau de l'État, bon, on s'est rapproché de qui a la compétence. La compétence, aujourd'hui, c'est la région qui a la compétence. Donc, l'académie nous a dit, nous, on n'a pas d'argent, on ne pourra pas mettre l'argent qu'il faut pour créer cette, cette université. Après, bon, c'est pas toujours facile parce qu'on nous dit, oui, vous avez vu où vous êtes au fin fond des Hautes-Alpes, le train arrive une fois par jour, la nationale et toute la mobilité. Bon, enfin, vous m'avez compris. Donc, on s'est battu contre les services de l'État, contre les services de la région. C'est un projet qui suscite beaucoup de jalousie parce que d'autres territoires voudraient s'accaparer ce projet, hein, un projet européen comme ça. Donc, on a créé une association avec des entreprises les plus grosses de France, je peux le dire, d'Europe aussi, en Italie et tout ça. Ce projet allait se faire. L'association a été créée. Par contre, pour la faire tourner, il fallait de l'argent. Et comme la compétence était à la région ne nous a pas donné l'argent, donc le bébé est un peu mort dans l'eau, on va dire. Mais après, je porte toujours ce projet. Si ce territoire ne le veut pas, si la région ne le veut pas, et puis bon, la région est peut-être demain, il y aura d'autres changements, hein, il y aura d'autres personnes qui prendront les rênes. On a toujours ce projet, on le garde. C'est vrai que le milieu politique aujourd'hui, au niveau c'est monté à Paris, hein, c'est monté au président de la République. Au niveau de l'État, bon, on a fait courir ce projet à tous les ministres, avec Joël Giraud, avec Jean-Michel Arnaud, avec qui j'ai pu. Après, c'est vrai qu'il faut le dire, hein, on est un département de 145 000 habitants. Quand j'entends sur 5 200 000 habitants, la région PACA, c'est vrai qu'on compte peu. Et c'est pas Serge Giordano, en tant que maire de Saint-Martin-de-Carrière ou premier vice-président de la communauté de communes du Pays des Écrins, qui peut aussi faire avancer les choses. Donc, on a beau le faire avancer, mais je vois que dans le territoire, et ça soit pour tous les projets, que ça soit pour, je veux dire, demain, il faudrait refaire Serre-Ponçon. À mon avis, ça serait très difficile. Mais monter une université pour 450 étudiants à l'Argentière sur des friches péchinées, où on avait l'occasion de démolir
et de dépolluer avec des fonds verts. Enfin, on avait tout trouvé. Bon, c'est malheureux, il y a la jalousie, il y a la politique, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a un moment, on essaye de faire pour le mieux, hein, mais c'est pas toujours facile. Après, être élu, pour revenir à Bernadette qui nous disait que nous, élus, on n'a qu'à modifier nos PLU. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des lois, on les respecte aussi. Il y a la loi NOTRe qui a été votée. Il y a le STRADET, si vous connaissez, c'est un PLU régional. Il y a le SCOT, c'est un PLU au niveau des Comcom. Et tous nos PLU doivent s'adapter à tout ça. Et ce millefeuille qui est venu depuis 2014, parce que de 2014 à 2020, on a toutes ces lois qui sont arrivées pour nous en tant que maire. Mais il ne faut pas oublier que depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, on a quand même une pandémie. Il y en a beaucoup qui ont tendance à l'oublier. Il y a beaucoup de projets qui ont été mis un petit peu en retrait parce qu'il y a eu 2 ans de pandémie. Il y a une crise énergétique. Et aujourd'hui, croyez-moi, bon, quand on a à 1000 kilomètres de chez nous, on a une guerre qui est là, c'est difficile d'être élu et de se battre sur des projets. Merci. Alors, pour vous répondre, Monsieur Giordano, je dirais que je connais parfaitement la situation. Ce que je veux dire quand je dis que le PLU est de votre responsabilité, c'est que je sens pas le soutien des maires vis-à-vis de la population locale. Et j'ai pas le sentiment que l'on veuille accroître la population locale, qu'on laisse installer nos enfants et et qu'on utilise nos terrains pour loger des personnes, parce que on peut pas continuer à recevoir des touristes dans de bonnes conditions, de payer des consommations d'eau qui sont 2 fois supérieures pour un touriste que par rapport à un habitant local. Tout ça, les poubelles, c'est pareil. Financer les ordures ménagères, c'est un souci pour notre département. Et si la population n'est pas suffisante, c'est une charge qui devient de plus en plus lourde. Je veux pas, c'est pas une critique, je veux dire, en tant que, sur les maires purement et simplement, c'est que je sens pas la volonté de soutenir la population. Et vous savez aujourd'hui que les communications entre les élus et les citoyens, elles sont pas forcément au top, hein, on va le dire, parce qu'on nous entend pas, on nous écoute pas. Et je trouve ça un peu désolant parce que je suis persuadée que il faut trouver la solution ensemble, c'est-à-dire que nous, même au niveau du panel, on doit aller vers une écologie moins punitive pour trouver des solutions, pour trouver des recettes. On sait parfaitement comment subsiste une commune, quelles sont tu as la chance, enfin, vous avez la chance d'avoir des artisans sur place, c'est parfait, mais c'est pas le cas de toutes les communes. Et je veux dire que moi, en tant qu'individu, je trouve qu'on est purement oublié dans ce département-là. Vous Voilà. êtes sur quelle Je me commune? permets, S'il vous pardon, plaît, excusez-moi. excusez-moi. Vous êtes sur quelle commune? Sur l'Argentière. Ah, d'accord. Et je me permets juste, moi, de vous interrompre là, parce qu'en fait, pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a pas mal de questions Oui. à poser, et du coup, enfin, voilà, pour faire tourner la parole, on va peut-être pas répondre de manière directe, mais il y a Maxence et Régis qui ont indiqué qu'ils souhaitaient poser une question depuis un petit moment, et je propose de leur donner la parole, quitte à ce que ça revienne plus tard dans la discussion, mais bien pour permettre aussi à chaque membre du panel de pouvoir s'exprimer. Et puis, je vous propose aussi de recentrer un petit peu sur l'énergie, parce que pour l'instant, c'est aussi, c'est aussi une des questions qu'il va falloir traiter là-dessus. On voulait en profiter aussi pour réintroduire Niels Ferrand, qui est arrivé tout à l'heure, là, qui s'est connecté à 19h, qui est ici. Et j'en profite aussi pour repartir, enfin voilà, juste avant la question, enfin disons que en même temps que la question de Maxence, que tu pourras poser juste après, il y avait aussi le début de la question tout à l'heure sur les attentes vis-à-vis du PETR qu'ont les élus. Je propose de la garder en tête, et puis que Maxence, tu puisses poser ta question pour qu'ensuite vous puissiez réagir tous les trois aux attentes vis-à-vis du PETR et la question de Maxence. Vas-y Maxence. Pardon, j'avais oublié mon micro. Bonjour, du coup, merci. Donc moi je suis Maxence, j'ai 30 ans et je suis installé donc sur le territoire depuis 2 ans. Donc je vous remercie de me donner la parole. Moi j'avais donc 2 petites questions là pour les élus. Déjà, je voulais vous remercier de prendre ce temps avec nous comme ça un mardi soir. J'apprécie vraiment. Et je sais que je suis pas le seul.
En fait, donc les deux questions vraiment que j'avais pour vous, la première, ce qui m'a beaucoup surpris là dans vos introductions, c'est que pour moi, vous représentez l'État. J'ai été agréablement surpris d'entendre que vous avez tous visiblement beaucoup de projets. C'est vraiment génial. Et en même temps, j'ai eu l'impression que vous disiez, on a été bloqué par ci, par ça, voilà, l'État, c'est pas facile de gérer ça avec l'État, etc. Donc je suis assez surpris. Je me demandais si vous pouviez développer un petit peu plus donc sur ce sujet-là. Et puis, du coup, je voulais savoir également, en termes d'énergie vraiment, Qu'est-ce que, quelle est la place en fait de l'énergie dans vos discussions en tant qu'élu? Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours considéré? Est-ce que c'est quelque chose qui n'a pas la priorité? Voilà, quelle est la place de l'énergie? Voilà, j'espère que mes questions sont claires, sinon je les clarifierai. Et je me permets juste de rajouter une dernière qui était celle de tout à l'heure sur les attentes vis-à-vis du PETR, si vous pouvez répondre aux trois d'un coup. Et voilà, merci beaucoup Maxence. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous voudrait réagir? Je veux bien essayer. Alors, les attentes du PETR, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, et comme je l'ai dit au président du PETR et à sa directrice, moi, je ne connais pas très bien ce que le PETR peut faire pour moi, enfin pour moi, pour la commune. Et j'aimerais déjà savoir, plutôt le contraire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? On a des projets, on a des choses qu'on finance nous-mêmes, on va chercher des financements ailleurs. Et déjà, évidemment, le nerf de la guerre, c'est l'argent, mais c'est pas que ça. C'est une réflexion globale, je pense. Le PETR doit avoir une réflexion globale sur le pays du Grand Briançonnais, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on peut faire mettre en commun et peut-être qu'on ne les connaît pas. Moi, ça, j'attendrai ça, déjà, la première chose. De connaître quand même les projets des copains, des copines, d'ailleurs d'une autre commune, parce que ça permet de mutualiser peut-être, pourquoi pas, le bureau d'études, même si c'est compliqué avec les appels d'offres et les cahiers des charges et les appels d'offres du public, mais peut-être ça pourrait être intéressant de faire quelque chose d'un peu plus collectif. Je pense que le PETR, il est apte pour ça. Et la deuxième chose, je ne sais plus ce que c'était, sur… Maxence, peut-être si tu peux les… Sur Quelles sont les l'attente des difficultés que vous rencontrez avec l'État pour vos projets? Eh ben, bon, alors, on va commencer par le premier. C'est les bâtiments de France, où c'est quand même très, très complexe. Nous, on a une UNESCO. Je vais vous faire rire, mais voilà, il y a des anciens combattants. Il y a un monument aux morts le long de la nationale entre Guillestre et Saint-Clément. Et les anciens combattants veulent mettre un drapeau pour marquer ce lieu qui est un grand lieu de la résistance. Et donc, co-visibilité de Mont-Dauphin, donc appel du ministère, de la DREAL, de la DDT, pour mettre un mât et un drapeau bleu, blanc, rouge. Voilà. Et en fait, finalement, eh ben, ils n'ont pas le droit. Voilà. Donc, parce que de Mont-Dauphin, ça se verrait et ça serait moche. Bon, je ne sais pas qui a décidé que ça serait moche, mais c'est pas plus moche qu'un autre truc, mais voilà. Et donc, voilà, c'est tout ça. Bien sûr qu'il faut protéger notre territoire, bien sûr qu'il faut protéger nos paysages. Je pense qu'on est tout à fait conscient de ça. Mais quand on nous met il y a des permis de construire en centre-ville ou des permis de rénover, mais c'est vraiment… moi, j'aide au maximum les habitants avec les services de la commune et moi-même et Maxime Bérard qui est l'adjoint à l'urbanisme. Mais c'est vraiment compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué de rester dans les clous, d'installer une entreprise, par exemple, parler madame de garder nos jeunes. Là, déjà, il faut quand même avoir du travail. Installer une entreprise en co-visiblement défunt dans la zone d'activité de Dieppe, une zone d'activité. Hein, attention, je ne parle pas du centre-ville en face de l'église. Hein, je parle d'une zone d'activité, mais comme c'est en dessous de Mont-Dauphin. Mais c'est terrible, c'est terrible, 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 c'est compliqué. Alors, on a réussi à faire rentrer le photovoltaïque, voilà. Mais c'est difficile, c'est des combats, des combats. Merci. Peut-être Monsieur C'est Puy. compliqué. Merci. Voilà. Peut-être Monsieur Puy. Et puis, il y a toujours la question de quelle est la place de l'énergie dans les discussions quotidiennes d'élus. Pour l'instant, je crois que je l'ai indiqué tout à l'heure, elle est relativement petite parce que pas évidente. Je vous ai dit, le moteur économique pour nous, c'est le tourisme et le ski principalement, qui génèrent des bénéfices relativement importants pour notre commune. Donc, la transition énergétique
il faut pas se leurrer, le côté financier est quelque chose qui va favoriser. C'est-à-dire qu'on a eu, je me rappelle avoir eu un regain d'intérêt au niveau de notre équipe à partir du moment où on avait annoncé que l'électricité allait bondir à des prix beaucoup plus élevés qu'auparavant, sauf que l'électricité est revenue à des tarifs un peu moins fous que ceux auxquels on avait pensé il y a quelques années, il y a 2 ans. Donc, le côté financier est relativement un moteur pour savoir si on se lance dans les transitions énergétiques. Ne pas oublier non plus que toute transition énergétique, ça a été l'occasion d'un discours lors de notre dernière rencontre avec vous à Églier, où, par exemple, on parlait du principe de construire une centrale hydroélectrique sur une rivière, et il y avait 2 défenseurs des moniteurs de canoë-kayak qui défendaient leur gagne-pain, qui est bien évidemment le fait de pouvoir utiliser les rivières alpines pour générer là aussi une activité à travers le rafting, à travers le canoë-kayak. Donc, comment concilier ces différentes problématiques où chacun revendique une possibilité d'avoir une part de la montagne, mais comment partager la montagne entre toutes les activités de façon à ce qu'il n'y en ait pas une qui prenne le pas sur l'autre. Donc, on est vraiment confronté là aussi à ce problème, en dehors du problème effectivement évoqué par notre collègue auparavant sur les architectes des bâtiments de France ou les contraintes inhérentes au RTM, c'est-à-dire aux zones dangereuses au niveau torrent et etc., qui nous pénalisent aussi sur les possibilités d'implantation en surface. Voilà, j'ai terminé. Merci. Peut-être Régis, tu peux poser ta question? Oui, donc Régis de Valou-Spelvoux. Je me joins à Maxence pour vous remercier d'être venu. On sait que c'est pas facile de se confronter aux avis des citoyens, surtout à ce format qui est pas forcément très très courant. Nous, ça fait 9 mois, un peu moins d'1 an qu'on discute, et, euh, et plus ça va, plus je suis persuadé de l'intérêt du dialogue. Donc vraiment, merci d'être là, ça apporte beaucoup. Moi, j'apprends beaucoup dans la conversation. Euh, ma question, qui est un peu une question ouverte, ça porte sur la sobriété, donc sur l'énergie qu'on ne consomme pas. Et c'était très intéressant dans vos introductions. Vous avez présenté les différentes initiatives de vos villes et villages, et vous avez mentionné des initiatives de production d'énergie. Mais, enfin, sauf erreur de ma part, j'ai pas noté d'initiative pour la baisse de la consommation d'énergie. Et donc voilà, c'est une question ouverte. Est-ce que c'est par méconnaissance? Est-ce que c'est par manque de budget? Est-ce que c'est parce que c'est difficile? Et plus spécifiquement, ça porte sur deux points de la sobriété, donc qui sont l'habitat, donc le chauffage, et le transport. Donc je sais que le transport est une compétence pas des communes, mais où vous avez quand même votre mot à dire dedans. Mais donc je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus. Est-ce que c'est un enjeu de baisser la consommation d'énergie sur ces 2 points? Euh, Si oui, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce que vous faites? Sinon, bah, pourquoi? Voilà. Je peux commencer parce que je vais être obligée de vous quitter un peu plus tôt parce que j'ai conseil municipal ce soir. Donc voilà, donc il faudra que je parte un peu plus tôt à 20h30. Donc il faudra que je parte un peu plus tôt parce que je marche, voilà, je prends pas ma voiture. Donc pour les économies d'énergie, c'est vrai qu'on fait tellement de choses que des fois on en oublie la moitié. Donc effectivement, tout à l'heure, comme Serge à Guillès, on cherche aussi à faire une pico-centrale donc sur l'eau potable. Et c'est très compliqué parce que Asa des canaux, enfin avec les canaux d'irrigation, parce que des tuyaux qui sont pas forcément dimensionnés, parce que les risques, parce que tout ça, enfin voilà ce qu'a dit Serge. La deuxième chose, c'est pour les économies d'énergie. Donc, on est au SICDEP. Donc, c'est un syndicat d'éclairage public. Donc là, on a la chance d'être la première commune à changer tous nos éclairages publics, de mettre des LED déjà et puis on éteint la lumière la nuit déjà.
Donc ça fait déjà plutôt 4 ans. Mais là, aujourd'hui, on change donc tous nos éclairages publics. C'est une certaine somme. C'est le SIGDEC qui porte et puis la commune, puisqu'on paye tout ce qui n'est pas subvention. Donc, c'est à peu près plus de 300 000 euros. Donc voilà, on paye ça et on change tous nos éclairages pour mettre des LED et justement diminuer l'intensité ou éteindre complètement ce qu'on fait déjà. La deuxième chose, c'est qu'on aide aussi, ça c'est une volonté politique, hein, je vais le dire comme ça, d'aider les habitants à changer leur mode de chauffage. Donc on aide par exemple les poêles à bois, les poêles à pellet. On donne une petite subvention qui est pas grand-chose, mais à la hauteur de ce qu'on peut faire nous avec 2400 habitants. On donne 150 euros par poêle. On aide aussi pour rénover sa façade. Voilà, on donne des sous avec le département. Bon, c'était la région qui malheureusement, je suis désolée de le dire, nous a laissé tomber comme une vieille chaussette. Et donc, on a été obligé de voir avec le département, qui est notre quand même premier financeur et notre premier partenaire là-dessus, qui nous aide. Nous, on met 30 000, on met 15 000 et le département met 15 000. Donc, ça fait 30 000 euros par an qu'on met là-dedans. On essaie voilà, d'aider et puis on le fait nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on rénove aussi nos bâtiments publics, isolation, rénovation du chauffage avec le réseau de chaleur évidemment. Là on rénove le cinéma avec une pompe à chaleur. On rénove la mairie pour isoler de l'intérieur parce que c'est un bâtiment patrimonial. On rénove donc le CIAL, on a mis 1,2 million pour le CIAL, pour la rénovation énergétique. On a changé les huisseries l'année dernière. Alors, on essaye de faire avec ce qu'on a, avec les finances que l'on a, et aussi vraiment, on est conscient que, et je pense que la crise énergétique, effectivement, Monsieur Picard a raison, ça nous a fait réfléchir sur justement qu'est-ce qu'on pouvait faire pour diminuer notre consommation. Je pense que ça va de pair. C'est pas que les projets, c'est aussi diminuer notre consommation. Et ça va, tout ça, ça va ensemble, en fait. Une chose aussi qui est relativement nouvelle et que j'ai dit des difficultés à faire rentrer un peu dans la tête des gens, c'est, on parlait de l'éclairage public. Effectivement, il y a une loi nationale qui va obliger toutes les communes à passer les lampadaires en LED, mais j'ai réussi à implanter sur 2 endroits des lampadaires solaires. Il y a des entreprises françaises qui fabriquent des mâts avec des lumières, avec des LED et des panneaux photovoltaïques intégrés sur le mât. Ça marche très bien. La première installation qu'on a faite, ça remonte à 3 ans. Ça évite d'abord des frais de réseau, c'est qu'il n'y a plus à recreuser les tranchées pour refaire les alimentations. Et on a des économies d'énergie relativement importantes sur l'éclairage public, parce que ça consomme quand même pas mal de watts, hein, l'éclairage public. Voilà, donc c'est une des options aussi que peuvent avoir les communes pour faire des économies d'énergie au niveau de l'éclairage public. Alors, sur la proportion de l'éclairage, en fait, ma question portait spécifiquement sur les transports et sur l'habitat, parce que justement, l'éclairage, en fait, c'est pas grand-chose, c'est ce qu'on a appris durant ces 9 mois là avec le panel. L'éclairage, en fait, c'est une mesure qui est visible et qui est importante, mais qui est en fait pas si importante que ça en termes d'impact de consommation d'énergie. C'est pour ça que ma question se concentrait sur le chauffage et sur le transport. Pour nous, c'était quand même 45 000 euros par an, hein, l'éclairage public. Depuis qu'on a éteint, donc là on éteint et là maintenant on va rénover, donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais on n'en est plus qu'à 19 000, quoi. Donc ça a quand même un impact quand même sur le budget, c'est 20 000 qu'on peut mettre ailleurs. Pour ce qui est des transports, on a initié en 2020 une navette bon, estivale, hein, c'est tout ce qu'on pouvait faire avec les moyens qu'on a. Mais il y avait déjà des navettes hivernales vers les stations. Et on a mis en place une navette estivale qui fait donc Guillestre, tous les jours, du début des vacances jusqu'à la fin août, qui est passé comme l'année dernière. Guillestre, Églier, Mont-Dauphin, la gare d'Églier, la gare SNCF, et jusqu'au lac d'Églier, qui est un lieu un peu emblématique de notre secteur, pour que les gens ne prennent plus leur voiture pour y aller. Donc, on a initié ça aussi. À notre petit niveau, voilà, on essaye d'avancer. On est en plein plan de mobilité à la Comcom d'Églier-Stroiquera pour travailler justement sur cette problématique de, 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 de,
Très bien, Je ne merci. sais pas si j'ai répondu, mais enfin, moi, tout ce qu'on peut faire. Oui, si je peux intervenir aussi, au niveau de la mobilité, pour ce qui concerne la vallée de la Guisane, les 4 communes de la station de Serre-Chevalier, on a développé beaucoup en commun avec les 4 communes des possibilités de transport public, hein, au point même que dernièrement, on a fait le compte des bus, on avait, je crois, 80 bus qui circulaient par jour dans la vallée. Donc, ce qui me paraissait presque un peu excessif à ce niveau-là. Donc peut-être voir aussi si on peut réduire un peu. Pour l'isolation, je crois que ben, l'enchérissement des énergies fait que les particuliers vont quand même faire eux-mêmes une partie du travail. Il y a une chose que je regrette justement, et toujours liée à cette histoire des architectes des bâtiments de France, c'est l'énergie solaire thermique, c'est-à-dire les bâtiments passifs, le fait d'avoir du solaire thermique pour la production d'eau chaude sanitaire, ainsi que des compléments chauffage, qui se heurtent dans tous les villages au fait d'avoir des autorisations des bâtiments de France et qui nous bloquent vraiment beaucoup. Donc, difficile d'avancer dans ce domaine d'économie d'énergie par rapport à ces contraintes. Très bien, merci. Est-ce que un membre du panel qui n'aurait pas encore parlé veut intervenir? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi je m'appelle Mickaël Saron, donc je suis sur la commune de Briançon. Voilà, et je pense que je vais redire quelque chose qui a déjà été dit, mais l'énergie la moins chère et celle qui pollue pas, bah, c'est celle qu'on consomme pas, mais à tous les niveaux, à la fois pour les communes via les bâtiments. Et un bâtiment qui est isolé, bah, c'est quelque chose qui consomme beaucoup moins qu'un bâtiment qui l'est pas. Donc plutôt que des fois de changer le mode de chauffage, chauffer avec des granulés de bois, c'est mieux qu'avec du fioul, mais si le bâtiment il n'est pas isolé, ça sert à rien. Et puis aussi bah, la mobilité douce. Alors c'est pas possible partout, parce qu'il y a des communes où il y a de forts dénivelés, mais en tout cas, moi je me déplace beaucoup en vélo dans Briançon et la piste cyclable qui est certes courte, mais qui a le mérite d'exister, eh ben, on est de plus en plus à l'emprunter. Donc je pense que c'est quand même intéressant aussi de. Madame le maire le disait tout à l'heure qu'elle va à son conseil municipal à pied, mais sur les plus grandes distances, on peut le faire en vélo. Et moi qui pratique le vélo toute l'année pour aller au travail, hein, mais qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, j'y vais en vélo. Et ben, je vois de plus en plus de gens à vélo, même l'hiver. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire aussi sur les mobilités douces et sur notamment les bâtiments. On peut pas des fois mettre du photovoltaïque, comme le disait, ou du solaire thermique sur les toits à cause des bâtiments de France, mais je pense qu'on peut isoler les bâtiments. Peut-être aussi quelques contraintes des bâtiments de France, mais je pense que ça, c'est possible. Voilà, c'était juste une petite aparté. Mais vous avez raison, j'ai pas parlé de la mobilité, mais effectivement, on a mis en place une liaison douce, on essaie d'en faire le plus possible et de faciliter aussi la démarche piétonne. On crée sur nos routes qui sont un peu étroites, on crée des surlargeurs ou des passerelles. Enfin, les passerelles, j'en ferai plus parce que c'est trop compliqué, mais on est en train de créer une liaison piétonne justement pour aller au collège et pour faciliter les liaisons entre les quartiers, des liaisons piétonnes la mobilité douce. Effectivement, on a créé avec Aiguillé, on a créé une mobilité douce entre Guillestre et Aiguillé qui va jusqu'à la gare routière, pardon, à la gare SNCF et qui est très empruntée, que j'emprunte moi-même, que je trouve vraiment chouette et qui est très empruntée, effectivement. Et c'est très important aussi de développer la marche à pied, les trottoirs. Tout ça, ça va de pair en fait. Hein. On fait beaucoup de choses, mais c'est vrai que ça me vient après. Je suis désolée, c'est un peu par petits bouts, mais voilà, on essaye de faire tout, mais c'est pas facile, c'est pas simple. Voilà. Et le financement, il faut qu'il soit là aussi, voilà, parce que malheureusement, on a plein de bonnes volontés, mais on les trouve, hein, les subventions, mais qu'est-ce qu'il faut s'acharner dessus, quoi. Merci. Est-ce que Maxence, tu veux réagir ou juste poser une autre question? Alors moi, c'était pour une autre question. Vas-y, et après on reviendra aussi sur la question de certains panélistes qui ne sont pas là ce soir, mais qui ont quand même préparé. Vas-y, je t'en prie.
Super, merci. Donc simplement donc pour rappeler, comme ça a été dit tout à l'heure, nous notre rôle de panéliste, ça va être de venir vers vous avec des propositions, ce qui voilà, nous on a déjà fait un petit peu en interne. Et je sais que de mon côté, par exemple, j'ai essayé de faire des propositions qui sont beaucoup en lien en fait avec le législatif, où ce serait vraiment, en fait, voilà, la mairie mettrait en place telle loi, etc. Par exemple, j'avais en tête de faire une tarification incitative pour l'eau. En fait, plus on consommerait de l'eau, plus ça deviendrait cher, etc. avec certains paliers. Et la question, en fait, du coup, que j'ai pour vous en tant qu'élu, je me demandais si, en fait, ce genre d'aspect législatif, est-ce que c'est vous vraiment qui avez la main dessus? Ou est-ce qu'en fait, c'est des choses que vous pouvez vraiment pas faire? C'est plutôt de l'ordre de la région, du gouvernement, etc. Voilà. Quelles sont un peu les choses sur lesquelles vous avez la main et celles sur lesquelles vous n'avez pas la main? Merci. Il reste plus d'élus? Si, mais j'ai l'impression que vous attendez chacune que les autres Non, mais moi, réagissent. je peux répondre, hein, Allez-y. sur l'eau, la commune de Saint-Martin-de-Carrière a 5 réservoirs. On a 7 captages, donc c'est déjà, ça nous coûte déjà un bras, je vous le dis. Je me suis battu pour qu'on garde la compétence de l'eau à la commune, pas qu'elle parte à la communauté de communes. Ça, c'est un choix politique. Mais bon, si vous voulez le développer, on peut le développer, il n'y a pas de problème. Euh, le choix de l'eau, c'est vrai que le maire, avec son conseil municipal, peut délibérer sur le prix du mètre cube. Mais c'est lié aussi avec... on est quand même encadré par l'agence de l'eau, par beaucoup de lois. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, on est quand même... Moi, je suis au SMAVD, syndicat mixte à Marseille. Et quand je descends à Marseille et un petit peu voir un petit peu avec les autres territoires de la région, croyez-moi, nous, on est le réservoir de l'eau sur la région PACA, mais ils s'en foutent un peu, hein, je vous le dis honnêtement. Et moi, je le vois au niveau de la GEMAPI, je le vois au niveau de beaucoup de choses. Euh, Quand je vois l'eau, enfin, le gaspillage qu'il y a dans les grandes villes, et que nous, ce qu'on essaie de faire pour résorber toutes les fuites que l'on a sur nos canalisations, tout ça, pour avoir les meilleurs réseaux, pour avoir les meilleures analyses. Parce qu'en territoire de montagne, quand on a une inondation, on a des intempéries avec... euh, bon, notre eau, il faut la surveiller, il faut la gérer. Sur le territoire de la Valouise, vous l'avez bien connu, vous avez eu pas mal eu de dégâts sur les réseaux d'eau et s'il y a un coût là-dessus. Mais à un moment, en territoire de montagne, euh, voilà, on ne peut pas passer nos réseaux d'eau n'importe où. Nos réservoirs d'eau sont en montagne. Moi, comme je vous le dis, je vais jusqu'à 2800 mètres d'altitude. En plein hiver, bon, quand vous avez un réservoir à 1600 mètres, ben, il faut pouvoir y monter, hein, c'est pas toujours évident. Donc, on gère au mieux, mais on n'a pas toutes les facilités. Moi, je suis heureux. Nous, le mètre cube d'eau à Saint-Martin-de-Carrière est à 0,46 centimes le mètre cube. Il nous faut être à 1,15 € avec les taxes, avec tout ça, pour avoir des financements avec l'agence de l'eau, avec les services de l'État. On essaie de rester dans les tarifs bas parce qu'on a de l'eau. À Saint-Martin-de-Carrière, j'ai la chance d'avoir de l'eau dans tous mes hameaux, dans mes 8 hameaux. En 2000, quand il y a eu la sécheresse en 2022, bon, ben, mes fontaines ont coulé. Quand j'ai eu la prescription du préfet de fermer les fontaines, on a laissé couler nos fontaines pour la biodiversité, pour les oiseaux, pour beaucoup de choses, pour la nature, parce qu'il faut bien se rendre compte que derrière, l'eau ne sert pas qu'à nous, elle sert à la nature aussi. Elle sert aux arbres, elle sert à beaucoup de choses. Donc, moi, on peut parler de l'eau, mais l'eau, pour moi, il y a la forêt. C'est tout une sphère qu'il ne faut pas dissocier de la nature. Parce que on parle de l'eau, mais on ne parle pas de la forêt. Le meilleur usage de l'eau, c'est la forêt. Mais après, la forêt, quelle plantation on va faire? Est-ce qu'on va mettre que des arbres qui sont rentables? Est-ce qu'on va mettre des arbres, des forêts qui retiennent l'eau? Est-ce qu'on va mettre des forêts pour retenir nos terrains? Parce qu'il y a certains terrains
il faut retenir nos routes, nos terrains bruts. Voilà. Après, on travaille aussi, on ne peut pas planter n'importe quelles essences parce que on a l'ONF qui nous rentre dedans, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Après, c'est selon l'engagement de certains élus, hein. Moi, voilà, je suis un élu assez fonceur. Quand j'ai quelque chose dans la tête, je me bats pour essayer de l'avoir. Mais c'est pas facile. Comme je vous dis, pour le turbinage de l'eau potable, je suis bloqué par l'agence de l'eau, par un technicien qui a une petite phrase, qui a lu une petite phrase et qui nous bloque sur ce projet. J'ai 1,5 kilomètre de réseau à changer. L'agence de l'eau ne veut pas nous donner de subvention. Il y a 100 000 euros de subvention sur un projet de 500 000 euros. Donc voilà, c'est bloqué là. Je peux vous donner d'autres projets. Sur des chaudières à bois, mon école est chauffée au bois de la commune, avec des plaquettes que je fais broyer sur ma commune. Le bois est pris sur ma commune. Le bois de l'école est pris dans un périmètre de 5 km maximum. Maximum. Ça vient des coupes de ma commune. Mes services techniques, quand ils prennent du bois, je leur dis, vous mettez le bois là-bas, il est broyé. J'ai 2 ans d'avance pour le chauffage de mon école. Le ballon d'eau chaude de mon école, il fait avec la cantine, on a une cantine, tout est en circuit court. Le ballon d'eau chaude de l'école est fait par le photovoltaïque. Voilà. Je peux vous donner, sur les trucs électriques, je suis une des rares communes on est 2 communes avec Briançon, à faire partie le DSB. 60% l'autonomie de ma commune est faite avec le turbinage, avec les projets qui sont faits avec le DSB, mais qui sont faits aussi sur la commune. Moi, juste le turbinage de Presles me rendrait 10% d'autonomie. Je ne vous parle pas après de la microcentrale que je veux faire, parce que là, je rentre dans une autonomie complète, presque. On rentrerait à 90%. C'est très joli pour une commune comme la nôtre. Après, voilà. Comme je vous dis, pour le bois, moi, j'ai ma mairie qui est chauffée encore avec un réseau électrique qui date de 89. Je me bats pour mettre une petite chaudière à bois comme à la ressourcerie, pareil, c'est les 2 mêmes systèmes. Donc, pour avoir des subventions, il faut faire des études. Des études, elles nous coûtent cher. Et parfois, les études nous coûtent plus cher que le projet que l'on a. Moi, j'avais le projet de 2 chaudières. J'avais vu plusieurs entreprises. J'en avais prêt pour 200 000 euros pour 2 chaudières à bois pour alimenter et tout, avec fourniture du matériel dans ma mairie, c'est-à-dire radiateur en fonte et tout ça, et la ressourcerie. On m'a dit pour avoir des subventions, il faut avoir des études. Donc j'ai fait des études. Je passe à 400 000 euros pour une chaudière et on me conseille de la mettre à granuler. Donc vous comprenez que les projets se bloquent maintenant. Juste pour répondre à monsieur tout à l'heure, et puis ce sera ma dernière intervention parce qu'il faut vraiment que j'y aille. Évidemment, on ne va pas changer le chauffage sur un bâtiment qui n'est pas isolé, c'est évident quoi. On a changé les huisseries, on a isolé le toit. Bien sûr que évidemment c'est un peu de la logique. Et la deuxième chose pour l'eau, oui, moi je m'étais renseignée quand on a repris l'eau. Nous on a repris l'eau en 2018, on l'a repris à Veolia en régie. Donc on l'a également en régie et on voudrait la garder en régie, même si je vous avoue que les réseaux Veolia, 30 ans de Veolia, Oui. voilà, c'est compliqué, hein, rien n'a été fait. Voilà, il n'y a pas eu de travaux, donc tout est un peu pourri, hein, il faut recommencer tout depuis le début. Et donc c'est compliqué, mais moi j'aimerais qu'on puisse garder notre eau, notre eau, l'eau commune, voilà, l'eau du commun, parce que c'est un bien commun. Et je m'étais renseignée sur effectivement la tarification incitative ou plutôt la tarification sociale de l'eau. Mais c'est très compliqué à mettre en place. S'il y a des idées, je suis preneuse. Voilà. Mais sur l'électricité, c'est pareil. Nous, on développe. Je suis en train de changer dans les bâtiments, dans service, à l'école. Juste, je vous dis au revoir, Serge, parce que je suis obligée d'y aller, j'ai mon conseil. Désolée, hein, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Je me bats aussi pour mettre du LED. Mais après, il y a LED et LED, c'est toujours pareil. Il y a du LED pas cher et il y a du LED qui tient la route pour un certain temps. Maintenant, chacun voit un peu comme il veut faire. Il y a des compteurs d'eau qui sont pas chers, qui sont chinois, puis il y a des compteurs d'eau qui coûtent 3 fois le prix. C'est toujours pareil. Après, il faut savoir ce qu'on veut faire. J'ai eu une entreprise
J'ai l'esprit d'entreprise. J'essaie de gérer la collectivité, la mairie, comme une entreprise un petit peu. Et je propose que je vais peut-être poser là la question de Sylvain qui a pu préparer avec nous tout à l'heure, mais qui devait partir, qui s'était questionné aussi sur les obstacles, sur les pressions qui peuvent être faites. Est-ce qu'il y a un peu du lobbying de la part de certaines entreprises, certains citoyens, et comment, en tant que citoyen, il est possible de réagir? Et je propose qu'on prenne juste en même temps la question euh, de Jean-Marc qui posait, je me suis perdue, je suis un peu perdue, mais il y a une question dans la discussion. Jean-Marc qui veut poser une question orale sur l'emploi. Voilà, exactement. Peut-être la poser en même temps. J'aurais bien, s'il vous plaît. Oui, Oui, si c'est possible, Ah, juste pardon. une petite Oui, remarque oui, bien sûr, bien très, sûr. très courte sur l'histoire de l'eau. Il faut savoir que ces dernières années, il y avait une loi nationale qui nous obligeait, nous les communes, de transférer la gestion de l'eau d'abord à une communauté de communes pour ensuite la passer à des privés, notamment Veolia. Et grâce au dernier gouvernement Barnier, je crois, qui a abrogé cette loi, on a la possibilité, on n'a plus l'obligation justement de transférer la gestion de l'eau. Et pour toutes les communes comme la nôtre et comme celle de Villars-Saint-Pancras et de Saint-Martin-de-Carrière, toutes celles qui veulent garder la main sur l'eau, surtout que ça marche bien. Donc voilà, on a cette possibilité-là. C'était pour montrer l'articulation qu'on peut avoir entre le domaine communal et le domaine national où on a des contraintes là aussi. Merci. Donc, on a cette question lobby, enfin lien au lobby, pression potentielle des lobbies sur les communes et sur les élus. Et peut-être que Jean-Marc, vous pouvez poser votre question aussi en même temps? Ou alors on fait... Oui, non, tout à fait. Je voulais profiter de maires qui restent avec nous ce soir et on les en remercie. Pour parler un tout petit peu de l'emploi dans la région, parce que actuellement l'emploi il repose principalement sur l'artisanat, sur le tourisme, sous toutes ses formes, hein, été, hiver, etc. Qu'est-ce qu'il y aurait comme piste à creuser pour essayer de redonner un petit peu de dynamisme à notre vallée? Créer une université du bois à l'Argentière. D'accord. 450 étudiants, je vous dis pas ce que ça développerait derrière, mais voilà, on en est là. Je vais vous dire, moi, je suis briançonnais, hein, je suis né à Briançon. Bon, j'ai connu le 15-9, il y avait 3000 bidas à Briançon, il y avait le climatisme. Euh, je, je me- quand je parle avec les services de l'État, tous ceux qui me disent, mais pourquoi vous voulez faire cette université, pourquoi vous voulez développer le haut du département qui est enclavé, je leur dis, mais attendez, dans les années 80, dans les années 70, il y avait l'armée, les mecs, à 8 heures le lundi, ils étaient à la caserne. Le climatisme, il y avait des gens malades, ils arrivaient de toute la France. Et on a su le développer. Après, on est parti dans le tout tourisme. Bon, c'est un choix. C'est pas tout à fait le mien. Moi, je développe sur ma commune de l'économie pour avoir une école qui fonctionne. J'avais 987 habitants en 2014 quand j'ai été élu. On a 1150 aujourd'hui. J'ai 114 élèves dans mon école. Bon, je me bats. Je suis entre Briançon et l'Argentière-l'ABC. C'est pas facile, croyez-moi. Parce que j'ai un supermarché, j'ai une boucherie réputée, une boulangerie-pâtisserie réputée, j'ai d'autres, j'ai 12, comme je vous l'ai dit, 12 entreprises artisanales dédiées au bois et donc les plus grosses du département, hein, parce que je ne vais pas vous citer les Chalets Lombard Vasinal et euh, tout le reste. J'ai une grosse série. Bon, je développe l'économie pour faire venir des gens sur mon territoire, pour essayer de maîtriser sur les logements, parce qu'on parle des logements, mais oui, mais sur la commune de Saint-Martin, on a des dents creuses qu'on essaie, mais les terrains ne sont pas à nous, sont des privés. On essaie de monter des OAP pour essayer de développer ces dents creuses, pour qu'il y ait des logements qui se fassent à des prix corrects. Il y a une OAP qui arrive en fin qui va se créer là, normalement d'ici l'année prochaine, j'espère qu'il y aura une dizaine de maisons qui vont se faire. Mais ça se fait pas facile, ça se fait pas en claquant des doigts comme ça. Et souvent, c'est vrai, quand on vient du privé comme moi,
qu'avait mon entreprise. Bon, je prends une décision, il faut que ça avance. Mais quand on arrive, on est maire, on est élu, mais on a beau prendre la décision, mais le temps de tout bouger, il faut un temps qui parfois dépasse nos mandats, hein, malheureusement. Merci. Monsieur Puy, est-ce que vous voulez réagir sur la question de l'emploi ou la question des lobbies? Pardon? Non, j'abonde dans ce que disait Monsieur Giordano, hein. C'est que le temps administratif n'est pas le même que le temps pour le commun des mortels, et qu'effectivement les projets, ben, entre le moment où on décide de lancer un projet et sa réalisation, il se passe du temps, et comme les mandats des élus n'ont qu'une durée limitée, c'est pas toujours évident de mener à bien tous les projets que l'on peut avoir. Et merci beaucoup. Je propose de laisser la parole à Niels Ferrand aussi, qui est le deuxième chercheur qui nous accompagne sur ce dialogue territorial, qui peut se présenter et puis aborder quelques éléments sur la suite aussi et sur ce qu'on va faire des actions qu'on vous a demandé de proposer justement. Merci Wajma, merci aux élus et aux membres du panel qui sont présents. Je pense que j'ai pas forcément besoin de me présenter, on doit à peu près se connaître avec tout le monde ici. Simplement, oui, deux choses qui me paraissent assez centrales dans l'ensemble de la discussion. Je crois que ça a été évoqué tout à l'heure par Monsieur Puy en particulier, la question effectivement de la diversité des contraintes. Pas simplement état administratif qui ont été beaucoup évoqués, mais la relation entre les différents enjeux des acteurs et la façon dont il faut les concilier. Je crois qu'un de nos rôles est de permettre de clarifier ces tensions et ces difficultés qui apparaissent autour de l'énergie. L'énergie, c'est une espèce de point focal, bon, comme l'eau, hein. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'eau, l'énergie en est un autre, des logiques du territoire. Et donc le dialogue autour de l'énergie, il reconnecte énormément de choses. On l'a vu tout à l'heure, Bernadette évoquait la question de la dynamique territoriale. Ça a été repris à différents moments. Et effectivement, revenir sur l'énergie est une façon de lire ces problèmes-là et aussi d'aider à faire des arbitrages. Je crois que c'est très important. Donc c'est là où on a des apports scientifiques. Certains d'entre vous ont pu participer aux ateliers qui ont été conduits avec Mathilde et Emmanuel Krieger. On a justement montré un petit peu des diagnostics détaillés. Alors Emmanuel, dans la suite de son travail, est peut-être en train de revoir un petit peu certains éléments, pas du tout corriger ce qu'il a fait parce que c'était valide, mais plutôt descendre en échelle et peut-être avoir quelques communes types sur lesquelles on peut projeter les actions. En tout cas, vraiment, c'est le côté intégrateur de cette question énergétique. Ce que je voulais simplement dire et évoquer rapidement, les membres du panel le savent, bon, les élus ont des informations qui doivent circuler maintenant sur le conseil d'orientation de l'énergie du territoire. C'est que le travail donc a commencé, ça a été évoqué par Régis tout à l'heure. Le travail a commencé pour la production des actions, des propositions d'action. Donc à ce stade et après une première phase très courte, hein, il y a déjà 82 actions qui ont été proposées pour l'énergie du territoire. Proposées étant la première phase et la phase suivante qu'on a discuté ce matin avec un groupe d'experts qui incluait d'ailleurs la DDT, le SMAVD dont on a parlé, entre autres, va donner lieu en fait à un vrai travail de caractérisation de ces actions. C'est-à-dire que souvent les élus, inversement, peuvent considérer que les propositions des citoyens, elles sont comment dire, flottantes, évanescentes, non fondées. Là, justement, notre rôle, et ça c'est lié à des méthodologies qu'on a construites, est de s'assurer qu'il y a une vraie discussion sur les questions de faisabilité et sur les questions d'efficience. Et le point complémentaire sur lequel je voudrais insister, c'est le fait que une action isolée n'a pas de sens dans un territoire. Je crois qu'on l'a vu dans cette discussion. Les actions, elles ont des interdépendances. Elles vont se faciliter ou se contredire mutuellement, hein, les synergies, les antagonismes, comme on dit. Elles vont être en concurrence sur des ressources de terrain, des ressources de foncier, des ressources de volonté citoyenne, des ressources évidemment de budget public, des ressources de temps disponibles pour les élus. Ce sont des ressources. Et ça, notre travail, il est de faire ça, et on a de la méthodologie pour ça. Donc les choses sont engagées. J'insiste encore auprès de tous les participants sur le fait de continuer à nous aider à diffuser à la fois la question du cadrage des priorités pour savoir où vous voulez aller, et puis après, c'est effectivement cette formulation
de questions. Mesdames, Messieurs les élus, il faut vraiment retransmettre vers vos administrés la proposition d'action. Hein. Ça vous paraît peut-être beaucoup, 82 actions, mais c'est rien hein, par rapport à d'autres territoires. Donc, on est vraiment au début du processus. Un territoire de cette taille, dans les schémas qu'on a pu piloter par le passé, on devrait se situer entre 400 et 800 actions. Hein. C'est le taux à peu près normal de propositions et on a la capacité effectivement de travailler ça. Et donc, quand le conseil d'orientation sera mis en place, qui est donc prévu enfin, de toute façon avant la fin de l'année, maintenant le document commence à circuler au niveau des élus, eh bien, il pourra prendre en charge ce plan d'action une fois qu'il aura été structuré avec de l'expertise, comme cadre complémentaire évidemment au PCAET ou au SRADET, hein, qui a été évoqué, pour orienter les choses. Voilà ce que je voulais dire un petit peu sur la situation de travail actuelle du projet. Et de nouveau, vous remercier en tout cas pour votre temps, votre contribution pour les deux groupes présents. Merci Nils. Est-ce qu'il y aurait peut-être éventuellement une dernière remarque, une dernière question rapide? Mathilde, si tu veux. Non, je crois que tu lèves la main. Si, moi je voulais juste rappeler aussi que le questionnaire il est ouvert à toutes les personnes du territoire et donc du coup c'est aussi intéressant. Enfin, les personnes du panel, on en parlait juste avant. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous l'ont rempli, donc là n'hésitez pas à continuer à le remplir, à le communiquer. Mais aussi à vous qui êtes élus, c'est aussi super important qu'on ait vos propositions d'action et qu'elles puissent être ensuite discutées par les citoyens ensuite, au même titre que les actions qui ont été proposées par le panel et par tout le monde sur le territoire. Donc voilà, vous avez un point de vue aussi particulier, donc n'hésitez pas à le remplir et à le communiquer non seulement aux gens dans vos communes, mais aussi aux autres élus du territoire. Ça permet une diversité d'actions. Je voulais dire aussi que voilà, je me bats aussi par rapport à la loi montagne. La loi montagne existe. Et elle a été développée par Robert de Comont. Après, Joël Giraud a créé la loi montagne 2. Et c'est vrai que là, bon, mais on a cette spécificité d'être en montagne. Il faut qu'on le défende par rapport au littoral, par rapport à d'autres territoires. Parce que les lois ne sont pas adaptées, que ce soit dans la région PACA en bas, comme ici. On ne peut pas mettre des SCOT, des STRADET, adapter nos PLU comme la loi sur l'eau, elle n'est pas adaptée en bas comme ici. Et ça, il faut bien se dire que dans le STRADET, il y a une loi, il y a un article de loi qui dit que tout lieu qui est humidifié n'est plus constructible. De l'eau, dans ma commune, il en sort dans tous les terrains. Donc, je ne pourrais plus construire. Ça se comprend bien que dans des agglomérations où il n'y a pas des réseaux d'eau et ils doivent créer des réseaux d'eau, ils mettent ces lois-là. Et ça a été fait un petit peu par rapport à ça, la région PACA et d'autres STRADET. Parce que le STRADET, nous, on est le premier STRADET en France. Hein, donc, on a servi un peu d'exemple. Et maintenant, les autres STRADET qui sont en train de faire sont en train de les modifier sur beaucoup de choses qu'on a essayé de mettre. Nous, on est en train de modifier notre STRADET aussi, ce qui vaut qu'on n'avance pas sur le ZAN, on n'avance pas sur beaucoup de choses. Mais la spécificité montagne est très importante pour moi. Parce que ce soit l'agriculture, que ce soit la forêt, que ce soit l'eau, que ce soit la nature, que ce soit le chauffage. Bientôt, on veut nous interdire de chauffer avec des chaudières à bois, et on marche sur la tête. La mobilité, moi je suis entièrement d'accord faire du vélo, mais on fait du vélo ici 6 mois de l'année, le reste on ne le fait pas. Moi quand j'étais apprenti, j'allais en vélo au boulot, il y avait plus de neige qu'aujourd'hui et je me battais. Mais aujourd'hui, avoir un 4x4, c'est pas du luxe non plus. Quand je monte en montagne, quand je veux travailler, avoir un 4x4, c'est un 4x4. Et à un moment, il faut se mettre aussi au bout du jour. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas développer et voir beaucoup de choses. Mais je suis dans la forêt, je me bats dans la forêt, je me bats pour l'entretien de nos forêts. Je gère ma forêt, j'ai une centaine de parcelles à gérer de bois.
que je vends chaque année, là, nous allons replanter avec Vautier, je crois qu'on en a, je ne me rappelle plus combien d'arbres, mais on gère notre forêt. Et la forêt, il y a des personnes qui nous disent, mais pourquoi vous coupez des arbres? On en est là aujourd'hui. Pourquoi vous coupez des arbres? Pourquoi vous laissez couler les fontaines? On me parle de l'électricité. Je suis un des rares maires qui dit, mais attendez, c'est pour éteindre la lumière à 11 heures du soir l'été et la rallumer à 5 heures, c'est pas la peine. Donc, toutes les nuits d'été, plus de lumière. Maintenant, il y a certaines personnes qui me disent, oh, mais monsieur le maire, nous, on veut faire la fête. À minuit, on aimerait bien qu'il y ait encore de la lumière. Mais on en est là. Et à un moment, il faut gérer l'attente des uns et des autres, et c'est pas facile. Ouais. Merci pour ce témoignage. Est-ce qu'une dernière personne veut, avant qu'on termine cette visio? Sinon, moi, je vous remercie d'avoir participé, les élus et les panélistes. Merci à vous. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup et puis à bientôt pour les prochains rendez-vous. Et dont le prochain rendez-vous est le 5 avril à l'Iscle de Presles. Ce sera cette journée de travail sur les actions et puis sur la suite. Heureux de vous accueillir dans ma commune. Oui, c'est chez vous. Merci Et beaucoup. peut-être un temps la semaine prochaine aussi. Oui, et sûrement un temps en préparation, mais ce sera en visio. Donc pour vous, les Ah oui. ouais, je peux déjà vous prévenir qu'il y aura une petite soirée normalement de travail en visio, conférence aussi, le mercredi soir vraisemblablement. Et je vous enverrai tout ça. Merci.